L'odeur de fumée s'accroche encore à ses cheveux. Cela fait 3 jours que les murs ont cédé. Et pourtant Mélina sent toujours le goût de la cendre dans sa bouche, comme si l'incendie voyageait avec elle. Le feu est resté loin à de nombreuses journées de marche, mais la chaleur demeure à l'intérieur, incrustée dans sa mémoire. Elle a 26 ans. Jusqu'à 72 heures auparavant, elle était l'épouse d'Hippocrate, stratège athénien à Décélie, maîtresse d'une maison ordonnée, mère de 2 enfants, qui n'existent plus que comme une absence insupportable. Aujourd'hui, elle est pieds nus sur des dalles de pierre polies par des siècles de pas, enveloppée dans une tunique qui n'est pas la sienne, remise par des mains qui lui ont d'abord tout pris. Le patio est vaste, propre, silencieux, trop propre. Il ne ressemble en rien au chaos du pillage, ni à la panique de la fuite. Ici, pas de cris, pas de confusion. Il y a de l'ordre. Et cet ordre lui inspire une peur différente, plus profonde. Autour d'elle, il y a d'autres femmes, 31, alignées comme si elles faisaient partie d'un inventaire. Mélina les a comptées pendant la marche. Épouses, filles, veuves, ramassées dans les ruines comme on ramasse le grain après la récolte. Athènes parlait de cet endroit à voix basse, comme si le nommer était dangereux. Maintenant, elle comprend pourquoi. Depuis la colonnade, les femmes de Sparte observent. Elles ne montrent ni compassion ni cruauté. Leur regard pèse comme des calculs. Mélina sent qu'elle la mesure, qu'elle la compare, de la même manière qu'on évalue un animal avant de décider de son destin. À Sparte, même l'observation semble une discipline. Rien n'est impulsif. Tout répond à une méthode ancienne, perfectionnée avec patience. Un homme s'approche de l'extrémité du patio. Il ne se présente pas. C'est inutile. Le manteau cramoisi annonce sa condition. Il parle d'une voix sèche, dénuée d'ornements, dans un grec rude qui coupe les mots jusqu'à les réduire en os. « Vous n'êtes plus athénienne, dit-il. Vous n'êtes plus des épouses. Vous n'êtes plus des mères. Tout ce que vous avez été est terminé. » Chaque phrase tombe avec l'exactitude d'un coup qui ne laisse aucune marque visible. Mélina ne bouge pas. Elle a appris que bouger attire l'attention. Et à Sparte, l'attention n'est jamais un cadeau. L'homme continue, expliquant qu'elles appartiennent désormais à l'État. Non pas comme des esclaves ordinaires. Les esclaves servent avec leurs mains. Elles serviront d'une autre manière. Il parle de distribution, des besoins de la cité, de fonction. Il utilise des mots qui sonnent administratifs, presque neutres, comme s'il décrivait le déplacement de ressources et non la vie de personne. À cet instant, Mélina comprend quelque chose d'essentiel. La véritable horreur n'est pas la violence immédiate, mais le système qui la remplace. Un mécanisme qui n'a pas besoin de colère ni de sadisme pour détruire. Il suffit de règles, de registres, de décisions prises loin du visage de ceux qui les subissent. Sparte ne crie pas, Sparte classe. Quand l'homme s'éloigne sans attendre de réponse, le silence s'épaissit. Les femmes spartiates avancent et commencent à séparer le groupe avec efficacité. Mélina sent qu'elle franchit un seuil invisible, non pas vers le chaos, mais vers quelque chose de pire. Une machinerie qui sait exactement quoi faire d'elle. Les femmes spartiates n'élèvent pas la voix. Elles n'en ont pas besoin. Leurs gestes sont brefs, précis, comme des signaux appris par cœur. Elles séparent les prisonnières en groupes égaux, 8 dans chaque, et les conduisent vers différents bâtiments qui entourent le patio. Mélina marche les yeux baissés, comptant les pas, essayant de ne pas penser à ce qui va suivre. À Sparte, elle l'intuitionne. Trop penser est un luxe dangereux. Le bâtiment où on la mène est austère, construit en pierre nue, sans ornement ni symbole visible. À l'intérieur, l'air est frais et sent l'eau propre. Il n'y a pas de chaîne, pas de cris. Cette absence est inquiétante. Une femme âgée l'attend près d'une table de pierre et d'une cruche. Son visage n'exprime ni curiosité ni rejet, seulement une fonction. Quand elle parle, son ton n'est pas hostile, mais pas non plus aimable. C'est le ton de quelqu'un qui accomplit une tâche répétée trop de fois pour conserver de l'émotion. Mélina comprend qu'elle doit obéir avant qu'on le lui demande. Elle a déjà vu comment fonctionne cet endroit. Ici, la résistance n'arrête pas le processus, elle le rend seulement plus lent et plus inconfortable. Elle répond aux questions posées d'une voix ferme, comme si chaque réponse était une pièce de monnaie qui achète quelques secondes de calme. La femme note des marques sur une tablette de cire. Elle n'explique pas leur signification. Elle n'a pas besoin de le faire. À Sparte,
La connaissance appartient à celui qui administre, non à celui qui est administré. Quand tout est terminé, Mélina est conduite à une pièce commune. D'autres femmes sont là, assises en silence, certaines le regard fixé au sol, d'autres observant les murs comme si elles cherchaient des fissures par lesquelles s'échapper. Personne ne parle. Le silence devient un langage commun, une forme de protection. Dehors, le jour décline avec une lenteur presque cérémonielle. Cette nuit-là, elles reçoivent de la nourriture et de l'eau. C'est suffisant, calculé. Mélina remarque le détail et comprend quelque chose de plus sur le système qui l'entoure. Ce n'est pas de la cruauté négligente. C'est une attention sélective. On préserve ce qui est considéré comme utile. Tout le reste est jetable. Sparte ne gaspille pas de ressources et maintenant, elle en est une. Alors qu'elle essaie de dormir sur un lit dur, les sons du bâtiment se mêlent aux souvenirs d'Athènes. Le murmure du marché, les voix de ses enfants, la sécurité fragile d'une vie qu'elle croyait stable. Cette vie semble appartenir à une autre personne. Ici, son nom compte à peine. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente, ce qu'elle peut offrir, ce qu'elle peut produire. Mélina pense aux histoires qu'elle a entendues sur Sparte, des exagérations qu'Athènes répétait pour expliquer pourquoi ses ennemis étaient si différents. Des histoires qui maintenant, sous ce toit de pierre, ne semblent plus exagérées. Non pas parce que tout est brutal, mais parce que tout est inévitable. Chaque pas a été décidé avant qu'elle ne le fasse. Dans cet espace silencieux, Mélina comprend qu'elle est entrée dans une cité qui n'improvise pas les destins. Sparte ne détruit pas par impulsion. Sparte réorganise les vies avec la même froideur qu'elle organise les armées. Et cette certitude, plus que toute menace explicite, est ce qui lui vole le sommeil. À l'aube, Mélina se réveille avant que quiconque ne l'appelle. Elle n'a pas réellement dormi. Elle est restée dans un état intermédiaire, les sens tendus, comme si son corps avait appris en une seule nuit que le repos complet est un risque. La lumière pénètre uniformément par une ouverture haute dans le mur sans permettre de voir l'extérieur. Sparte n'offre pas de vue, seulement des fonctions. Les femmes sont de nouveau conduites, une par une, dans des chambres similaires à celles de la nuit précédente. Dans celle de Mélina, il y a une table de pierre, une cruche d'eau claire et un banc bas. La femme âgée revient, accompagnée maintenant d'une plus jeune. Il n'y a pas de hâte, pas de pause non plus. Tout se déroule avec le calme méthodique d'un rituel qui n'a pas besoin de solennité parce qu'il se répète depuis des générations. Les questions continuent. Elles ne sont pas inquisitrices, mais techniques. Des données enregistrées, des cycles notés, des antécédents qui se transforment en nombres silencieux. Mélina répond sans protester. Elle a compris qu'ici, on n'attend ni consentement ni résistance, seulement de la coopération. À Sparte, l'obéissance n'est pas demandée, elle est supposée. Quand la tablette de cire est à nouveau remplie de marques, Mélina sent que quelque chose de définitif s'est produit, même si elle ne peut le nommer. Elle n'a pas été jugée, ni condamnée. Elle a été classifiée. Dans cet acte invisible, sa vie s'est réduite à une série de possibilités administrables. L'avenir ne dépend plus de décisions personnelles, mais de la lecture que d'autres feront de ces marques. En sortant de la pièce, elle entend des sons étouffés provenant d'autres pièces. Elle ne distingue pas de mots, seulement l'écho d'émotions contenues. Sparte n'a pas besoin de cris pour imposer sa volonté. Le contrôle s'exerce par l'anticipation. Chaque femme imagine son propre destin, et cet exercice mental est plus efficace que toute menace explicite. De retour dans la cour intérieure, Mélina observe l'architecture avec de nouveaux yeux. Tout est conçu pour durer, non pour consoler. Les pierres ne sont pas belles, mais elles sont solides. Sparte ne construit pas pour plaire, mais pour perdurer. Cette même logique s'applique aux personnes. Ceux qui ne rentrent pas dans la structure sont corrigés, réaffectés ou éliminés du calcul. Pendant qu'elle attend, Mélina réfléchit à quelque chose qu'elle n'avait jamais considéré à Athènes. Là-bas, le pouvoir se manifestait dans les discours, dans les lois débattues, dans les gestes publics. Ici, le pouvoir se cache dans les procédures. Personne n'élève la voix, personne ne semble cruel. Et pourtant, tout conduit au même résultat, la disparition de la volonté individuelle. À ce moment-là, Mélina comprend que son plus grand défi ne sera pas de survivre physiquement, mais de conserver quelque chose que Sparte ne peut pas enregistrer sur une tablette.
un reste d'identité qui ne peut être transformé en chiffre ni en fonction. Quelque chose de silencieux, de protégé, qui résiste à être absorbé par le système. Lorsqu'une femme spartiate s'approche et lui fait signe de la suivre, Mélina se lève sans hésiter. Elle a déjà appris la leçon essentielle de cet endroit. Celui qui doute se perd. Mais en marchant, elle prend une décision intime, presque imperceptible. Sparte peut contrôler son corps, son temps et son avenir immédiat, mais elle ne lui permettra pas de contrôler entièrement son esprit. Cette pensée, fragile mais persistante, devient son premier acte de résistance. Pour comprendre ce qui est sur le point d'arriver à Mélina, il faut remonter le temps, bien avant qu'elle ne foule ce patio de pierre. Sparte n'est pas née comme une anomalie. Elle est devenue telle par des décisions accumulées, prises sous pression, justifiées par la peur et raffinées par des générations qui ont appris à vivre sans alternative. Des siècles auparavant, Sparte avait conquis une terre fertile qu'elle ne pouvait gouverner sans crainte. La population soumise était nombreuse, persistante, impossible à absorber complètement. Elle vivait la même, travaillait la terre, conservait mémoire et ressentiment. Dès ce moment, la cité comprit quelque chose qui marquerait son destin. Sa survie dépendrait du contrôle absolu, non du consensus, non de la persuasion, du contrôle. Cette nécessité transforma chaque aspect de la vie spartiate. L'enfance cessa d'être un espace de protection et devint une étape de préparation. La famille céda sa place au collectif. L'affection fut considérée comme une distraction dangereuse. Tout ce qui ne servait pas à soutenir la domination fut réduit ou éliminé. Sparte choisit d'être un outil plutôt qu'une communauté. Le langage changea avec la structure sociale. Les personnes commencèrent à se décrire en termes d'utilité. Force, résistance, capacité d'obéissance. Même les relations les plus intimes furent absorbées par ce cadre. Le corps cessa d'être une propriété pour devenir une ressource gérée par la cité. Non par méchanceté individuelle, mais par cohérence systémique. Avec le temps, cette cohérence devint une vertu. Les Spartiates se glorifiaient de ne pas douter, de ne pas questionner, de ne pas avoir besoin d'explications. Le doute était perçu comme une fissure par laquelle le chaos pouvait s'infiltrer. Ainsi, la pensée critique fut remplacée par des rituels et les rituels par la coutume. Quand une pratique devient une coutume, elle cesse de paraître cruelle. Elle est simplement. Mélina, assise maintenant sur un banc de pierre, devient le résultat final de cette logique. Elle n'est pas haïe, elle n'est pas punie pour être une ennemie. Elle est incorporée dans un calcul ancien, un calcul qui décide qui sert, comment sert et pendant combien de temps. Dans ce calcul, la compassion n'a pas sa place car elle n'apporte pas de stabilité. D'un point de vue moderne, cela pourrait sembler incompréhensible. Comment une cité peut-elle s'organiser autour de la négation systématique de l'individualité? Mais Sparte ne se voyait pas comme cruelle. Elle se voyait comme nécessaire. Et quand la nécessité devient une identité, tout acte peut être justifié. Mélina ne connaît pas encore tous les détails de ce système, mais elle en sent le poids. Elle le perçoit dans la manière dont on l'observe, dans l'efficacité avec laquelle elle est déplacée d'un espace à l'autre, dans l'absence totale d'explication. Sparte n'explique pas parce qu'elle n'a pas besoin de convaincre, seulement d'exécuter. Et dans ce monde où tout est prévu, Mélina comprend que son histoire ne sera pas celle d'une confrontation ouverte. Ce sera celle de quelqu'un qui apprend à se mouvoir au sein de la structure sans être écrasé par elle. Celle de quelqu'un qui observe les règles, non pas pour leur obéir aveuglément, mais pour découvrir où elles se brisent. La formation que Sparte imposait à ces jeunes ne cherchait pas seulement des corps résistants. Elle cherchait quelque chose de plus difficile à modeler. Un esprit qui n'hésitait pas. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprenaient à obéir sans questionner et à supporter sans se plaindre. Il ne s'agissait pas de punition, mais d'entraînement. Chaque privation, chaque épreuve était conçue pour effacer une réaction concrète, l'empathie. Avec le temps, ce processus donnait naissance à des hommes qui n'avaient pas besoin d'ordres explicites pour agir. Ils savaient ce qu'on attendait d'eux parce que le système était devenu leur unique référence morale. Ils ne distinguaient pas entre ce qui était permis et ce qui était interdit comme le ferait n'importe quelle autre cité grecque. Ils distinguaient entre l'utile et l'inutile. Tout le reste était du bruit. Dans l'ombre de ce processus existait une étape finale, réservée à ceux qui avaient déjà démontré qu'ils pouvaient opérer sans frein interne.
On n'en parlait pas ouvertement. On la mentionnait avec des euphémismes, comme si la nommer directement pouvait contaminer l'ordre que l'on prétendait maintenir. C'était un espace où l'obéissance absolue était perfectionnée, où l'on apprenait à agir sans témoin et sans question. Mélina ne connaît pas les détails, mais elle perçoit sa présence comme une pression constante. Les femmes murmurent, échangent des fragments d'informations incomplètes, des histoires que personne ne confirme entièrement. À Sparte, la peur a rarement besoin de preuves. La simple possibilité suffit. L'incertitude devient un outil de contrôle plus efficace que toute menace directe. De l'extérieur, il pourrait sembler que la cité vit dans un calme discipliné. Mais sous cette surface, une tension permanente s'accumule. Sparte se maintient parce que tous acceptent leur rôle, parce que personne ne se permet d'imaginer une alternative. Imaginer une autre façon de vivre serait admettre que le sacrifice a été inutile. Et cette idée est plus dangereuse que n'importe quel ennemi extérieur. Mélina comprend que les hommes formés dans cet environnement ne sont pas des monstres individuels. Ils sont le produit logique d'une conception sociale qui a éliminé le doute comme mécanisme de survie. Ils ont appris à déconnecter ce qu'ils ressentent de ce qu'ils font, à exécuter sans penser, à obéir sans réfléchir. Et ce sont ces hommes qui, en fin de compte, décident du destin de ceux qui tombent entre les mains de Sparte. Non par haine, mais par habitude. Non par plaisir, mais par cohérence avec un système qui ne laisse aucune place à l'exception. En observant le va-et-vient des figures spartiates dans le patio, Mélina reconnaît une vérité inconfortable. Pour survivre ici, il ne suffira pas de résister. Elle devra comprendre cette logique au point de pouvoir l'anticiper. Elle devra penser comme pense Sparte, sans pour autant devenir elle-même Sparte. Car dans une cité qui a éliminé la compassion comme valeur, la seule protection possible est de devenir indispensable. Et pour y parvenir, il faut d'abord comprendre ceux qui appliquent les règles sans jamais se demander pourquoi elles existent. La femme qui entre dans la pièce ne se présente ni comme hôtesse ni comme geôlière. Elle se présente comme intermédiaire. Elle est jeune, forte, avec une posture qui trahit des années de discipline physique. Mélina reconnaît immédiatement ce type de corps. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais d'une culture qui valorise la résistance comme vertu suprême. « Je m'appelle Gorgo », dit-elle. Elle n'offre pas de réconfort, elle offre de l'information. À Sparte, c'est ce qui se rapproche le plus de la courtoisie. Gorgo explique la situation avec des phrases brèves, soigneusement mesurées. Les évaluations ont déjà été effectuées. Les marques sur les tablettes ont été interprétées. Mélina a été jugée apte à une affectation domestique, non comme une égale, non comme une invitée, mais comme partie d'une structure familiale secondaire, conçue pour répondre à un besoin spécifique de l'État. Le mot « foyer » sonne différemment ici. Il n'évoque pas un refuge, mais une fonction. Mélina écoute sans interrompre. Elle comprend que chaque mot a été répété, transmis de femme en femme pendant des générations. Gorgo ne semble pas cruelle. Elle ne semble pas non plus mal à l'aise. Elle parle comme quelqu'un qui répète une vérité acceptée depuis l'enfance. Pour elle, cet ordre n'est pas injuste. Il est naturel. Elle a grandi en le voyant fonctionner, en bénéficiant, en le justifiant comme la seule forme possible de survie. La conversation met en lumière quelque chose d'essentiel. L'affectation n'est pas un privilège, mais une classification. Il existe d'autres destins pour ceux qui ne répondent pas aux critères requis. Gorgo ne les décrit pas en détail, ce n'est pas nécessaire. Le silence qui entoure ces alternatives suffit à Mélina pour comprendre leur gravité. À Sparte, ce qui n'est pas nommé est souvent le plus redouté. « Si tu coopères, tu vivras », dit Gorgo sans dramatisation. « Sinon, tu seras réaffecté. » Il n'y a pas de menace dans son ton, seulement une constatation. Mélina perçoit que, pour Gorgo, c'est une forme d'honnêteté. Elle ne prétend pas la tromper avec des promesses. Elle ne s'excuse pas non plus. La morale personnelle a été remplacée par la loyauté envers le système. Dans cet échange, Mélina découvre quelque chose d'inquiétant. Les femmes spartiates ne se voient ni comme des victimes, ni comme des oppresseurs. Elles se voient comme des rouages nécessaires. Elles ont obtenu certaines libertés visibles,
mouvement, voix publique, force physique, en échange d'accepter que leur corps appartient d'abord à la cité plutôt qu'à elles-mêmes. C'est un pacte silencieux, transmis comme une vertu civique. Lorsque Gorgo se lève pour partir, elle laisse une phrase en suspens dans l'air. « Demain, tu connaîtras ton destin ». Elle n'ajoute rien de plus, ce n'est pas nécessaire. Mélina reste seule, consciente que sa vie a été réduite à une décision administrative prise par des personnes qu'elle ne connaîtra jamais. Dans ce silence, Mélina comprend que sa survie ne dépendra pas seulement d'obéir, mais d'apprendre à lire ceux qui croient ne pas avoir besoin d'être lus. Elle devra observer, se souvenir, s'adapter. Non pas pour accepter ce monde, mais pour y trouver une brèche où respirer. L'homme qui l'attend dans la cour ne bouge pas quand Mélina s'approche. Il reste immobile avec une quiétude qui n'est pas de la passivité, mais une vigilance contenue. Il n'est pas jeune, mais son corps conserve une dureté qui parle d'années d'entraînement constant. Son visage n'exprime ni curiosité ni impatience, seulement de l'évaluation. Mélina comprend immédiatement qu'elle est observée non comme une personne, mais comme une possibilité. Il s'appelle Cléomène. Il ne le dit pas lui-même. Elle le sait par la façon dont les femmes spartiates ajustent leur posture quand il est prêt, par le léger changement dans l'air qui accompagne les hommes habitués à commander sans élever la voix. C'est un citoyen à part entière, quelqu'un qui a traversé toutes les étapes du système et y a survécu. Cela, à Sparte, est déjà une forme de pouvoir. Cléomène ne parle pas de sentiments ni d'attentes personnelles. Il parle de continuité, d'héritage, de stabilité domestique. Ses mots sont directs, presque administratifs, mais Mélina perçoit quelque chose qui ne correspond pas tout à fait. Il n'y a pas de plaisir dans son regard, ni de mépris. Il y a de la lassitude, une lassitude profonde, accumulée, qu'il ne se permet pas de montrer en public. Mélina répond avec prudence. Elle ne se montre ni soumise ni provocante. Elle a appris que les extrêmes éveillent les soupçons. Elle parle clairement sans fioriture, comme si elle imitait le style spartiate. Cette adaptation ne passe pas inaperçue. Cléomène incline à peine la tête, un geste minimal qui à Sparte équivaut à de la reconnaissance. Dans les jours qui suivent, Mélina découvre que les nuits sont prévisibles, presque mécaniques, tandis que les jours apportent quelque chose d'inattendu. Cléomène revient au foyer à des moments qui ne sont prescrits par aucune norme. Il s'assoit, observe la cour et commence à parler. Non pas d'émotion, mais de tactique, de récolte, des vers martiaux que Sparte autorise comme unique forme de poésie. Au début, Mélina écoute en silence, puis, avec prudence, elle pose des questions. Elle ne remet pas le système en question de front. Elle s'interroge sur des détails, des raisons pratiques, des contradictions qui se présentent comme des problèmes techniques. Cléomène répond, d'abord avec rigidité, puis avec quelque chose qui ressemble à de l'intérêt. Parler avec elle ne l'oblige pas à porter le masque qu'il utilise parmi ses pairs. Mélina comprend alors quelque chose de crucial. Dans une société où tout le monde observe tout le monde, où la faiblesse est surveillée et punie, la véritable solitude ne vient pas de l'isolement physique, mais de l'impossibilité d'être vue sans conséquence. Cléomène est entourée d'hommes, mais il ne peut leur dire ce qu'ils pensent. Elle, en revanche, ne compte pas. Elle est étrangère, elle est une propriété. Et c'est pourquoi, paradoxalement, elle est en sécurité. Cette sécurité devient un espace dangereux. Mélina sent que chaque conversation ajoute du poids à une relation que le système ne prévoit pas. Cléomène commence à s'attarder, à écouter plus attentivement, à répondre avec plus que des formules apprises. Ce n'est pas de l'affection, pas encore. C'est de la reconnaissance. Et à Sparte, reconnaître l'humanité de l'autre est le premier pas vers la transgression. Mélina ne se fait pas d'illusions. Elle sait que Cléomène ne remettra pas en question l'ordre qu'il a formé. Mais elle sait aussi qu'elle a trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un homme modelé pour ne pas ressentir qui commence, lentement, à se souvenir de ce que signifie penser. Ce souvenir, fragile et silencieux, pourrait être à la fois une menace et une opportunité. La convocation arrive sans préavis. 2 hommes l'escortent dans des rues que Mélina reconnaît déjà, non par familiarité, mais par répétition. Sparte ne change pas. C'est sa promesse et sa menace. Les femmes qu'elle croise sur son chemin interrompent un instant leur tâche, observent, calculent. Personne ne demande où elle va. Dans cette cité,
Poser des questions est une forme de défier l'ordre. L'enceinte où l'attendant les efforts est simple, presque austère même pour les standards sous-spartiates. Pas de symbole, pas d'ornement. 5 sièges disposés en demi-cercle, un devant eux, destiné à ceux qui doivent répondre. Mélina s'assied quand on le lui indique. Elle garde le dos droit, le regard serein. Elle a appris que la peur visible est une information gratuite. Ils parlent avec la même froideur que pour administrer toute autre affaire de la cité. Ils constatent que le temps avance et que les résultats ne se sont pas encore matérialisés. Il n'y a pas de reproche dans leur voix, seulement un constat. À Sparte, même l'impatience s'exprime comme un calcul. Il lui rappelle, fois qu'il y a des délais, que toute affectation est provisoire tant qu'elle ne prouve pas son utilité. Puis ils mentionnent une demande. Un nom que Mélina a déjà entendu en murmure, toujours à voix basse, toujours accompagné de silences gênés. Lysandre. Il n'expliqua pas qui il est. Ce n'est pas nécessaire. Le poids avec lequel il prononce le nom suffit à faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une requête ordinaire. La demande, disent-ils, est inhabituelle. Elle ne vise ni la continuité ni la stabilité. Elle implique un risque pour ce que la cité valorise en elle. Et pourtant, c'est une demande soutenue par une influence. Les efforts ne la présentent pas comme une menace directe, mais comme un dilemme administratif. L'accorder aurait un coût, la refuser aussi. Pour la première fois depuis son arrivée à Sparte, on lui offre quelque chose qu'ils appellent un choix. Accepter et assumer les conséquences, ou refuser et accélérer le rythme des exigences au sein de son affectation actuelle. Ce n'est pas une question morale, c'est un transfert de responsabilité. Quel que soit le résultat, la cité sera exempte de culpabilité. Mélina comprend le piège. Le choix n'existe pas vraiment. Les deux voies mènent à la perte, mais par des chemins différents. Mais elle comprend aussi autre chose. Le simple fait qu'on la consulte indique que sa valeur a changé. Elle n'est plus complètement dispensable. Elle n'est pas encore en sécurité. Mais elle a cessé d'être invisible. Elle répond avec fermeté, sans élever la voix. Elle choisit de rester où elle est. Elle choisit le chemin qu'elle connaît, aussi étroit soit-il. Les efforts acquiescent, comme si cette réponse confirmait une prévision. Il lui rappelle que le temps ne s'arrête pas et que la cité observe. Puis, il la congédie sans cérémonie. En sortant, Mélina ressent le poids d'une nouvelle vérité. Sparte n'a pas besoin d'être cruelle pour détruire. Il lui suffit de mettre les gens face à des décisions impossibles. La menace n'est pas le châtiment immédiat, mais la pression constante qui oblige à s'adapter jusqu'à disparaître. Cette nuit-là, en rentrant au foyer, Mélina sait que la marge d'erreur s'est réduite. Elle comprend que sa survie ne dépend plus seulement d'obéir ou de comprendre le système, mais de l'anticiper. Et pour la première fois, elle commence à penser non seulement à résister, mais à la manière de faire pencher la balance en sa faveur, même si le coût est de se transformer de façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le retour à la maison de Cléomène ne lui offre aucun soulagement. Il lui donne seulement du temps. Et à Sparte, le temps est une monnaie dangereuse. Il peut protéger ou condamner selon la manière dont il est investi. Mélina comprend que l'avertissement des efforts n'était pas une menace isolée, mais l'ajustement d'une pression constante qui est maintenant devenue consciente. La cité a commencé à l'observer attentivement. Cette nuit-là, quand Cléomène entre dans la pièce, Mélina remarque quelque chose de différent dans sa manière de bouger. Ce n'est ni de la brusquerie ni de la fatigue physique. C'est de l'inquiétude. Lui aussi a été informé. Pas de tous les détails, mais suffisamment pour comprendre que l'équilibre qu'ils avaient construit commence à se fissurer. Il parle peu au début. Le silence pèse plus que les mots. Finalement, Cléomène dit ce que tous deux savent. La marge s'est réduite. La cité n'attend pas indéfiniment. Chaque affectation doit justifier son existence. Mélina écoute sans interrompre. Elle ne peut plus se permettre le luxe de paraître passive. Pas maintenant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée à Sparte, Mélina décide d'agir d'une manière différente. Non pas par soumission, mais par une participation calculée. Elle ne cherche pas à tromper, mais à accélérer ce que la cité exige d'elle. Elle comprend avec une clarté brutale que son corps est devenu son seul argument face au système et que retarder cet argument serait une forme de capitulation. Les jours suivants se transforment en une routine intense et surveillée.
Consultation, ajustement, recommandations transmises comme des instructions techniques. Mélina suit chaque indication avec précision, non pas par obéissance aveugle, mais parce qu'elle sait que chaque geste compte comme preuve d'utilité. À Sparte, être utile est la seule forme acceptable d'exister. Cléomène, de son côté, commence à montrer des signes qui ne passent pas inaperçus. Il devient plus présent, plus attentif, non seulement au foyer, mais aussi dans ses interactions avec les autres citoyens. Il défend son investissement avec un langage que le système comprend: efficacité, ressources, potentiel futur. Il ne parle pas de Mélina comme d'une personne, il parle d'elle comme d'une valeur stratégique. C'est une protection imparfaite, mais réelle. Mélina perçoit le changement et l'enregistre avec soin. Chaque défense publique de Cléomène ajoute une couche de sécurité, mais éveille aussi des regards. À Sparte, toute déviation de l'indifférence attendue engendre la suspicion. Le système ne tolère la différence que tant qu'elle reste productive. Au milieu de cette tension, Mélina comprend quelque chose qui transforme sa peur en détermination. Sa survie ne dépendra pas uniquement de se conformer à ce que Sparte veut, mais de le faire d'une manière qui crée une dépendance. Il ne suffit pas d'être utile une fois, elle doit devenir nécessaire. Tandis que la cité attend des résultats, Mélina commence à planifier au-delà du présent immédiat. Elle pense à l'avenir comme une série de mouvements, non comme un destin fixe. Elle sait que chaque décision qu'elle prendra maintenant définira non seulement si elle vit, mais comment elle vivra et dans quelles conditions. Sparte croit l'avoir réduite à une fonction. Mélina commence à voir que même au sein de cette réduction existe une marge étroite, presque invisible, pour manœuvrer. Et elle décide de l'occuper. Non pas par défi ouvert, mais par survie consciente. Car dans une cité qui transforme les personnes en rouages, apprendre à s'intégrer ne signifie pas toujours se rendre. Parfois, cela signifie se préparer au moment exact où une pièce mal ajustée peut arrêter toute la machine.